Salut! Papier, crayon, réflexion. Les exercices de TD de prépa ne sont-ils qu'une morne succession de tests visant à vérifier qu'on a compris le cours ou à se préparer au cours? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, non, pas du tout. Presque tous sont des ouvertures vers le monde des mathématiques avancées ou appliquées. Et on en trouve une parfaite illustration avec l'exercice qu'on va commenter aujourd'hui, qui peut sembler anodin, mais qui renferme, sans le dire, le projecteur de César. Et on traitera en clin d'œil un prolongement de cet exercice en évoquant le cadre de la théorie ergodique de von Neumann. Voici l'énoncé. On a un espace vectoriel normé, E, muni d'un endomorphisme U de norme inférieure ou égale à 1. Ce qui veut dire que pour tout x, on a norme de U de x qui est inférieure ou égale à norme de x. Et on pose Vn égale 1 sur n plus 1, somme de k égale 0 à n, des U puissance k. Où la puissance est au sens de la composition. Par exemple, on a U carré égale U rond U. Alors, l'énoncé ne le précise pas, mais Vn est la moyenne de Césaraux d'une suite, celle des itérés de U. Ça ressemble au début d'une série géométrique, mais avec le préfacteur 1 sur n plus 1 qui permet la convergence même pour la valeur 1. Et justement, il s'est intéressé à cet objet parce que ça permet de construire des suites convergentes à partir d'autres suites qui ne le sont pas forcément. Avec un point essentiel, c'est que si la suite converge, alors la moyenne de ces arrows converge vers la même limite. Et voici les questions. Bon, il est préférable d'avoir un peu exploré cet exercice par soi-même avant de le commenter. Alors, papier-crayon. Mais vous pouvez vous aider du corrigé. Pour ça, vous pouvez vous référer à la page indiquée dans le descriptif, où on retrouve l'exercice, le 7, et une rédaction correcte de son corrigé. Alors, vous de jouer. Ceci fait, on peut commencer à s'intéresser à la question 2. On retrouve souvent cette équation au fil des exercices et des sujets. Mais comment l'interpréter? Ça signifie que le noyau et l'image de U moins identité sont disjoints. Mais à quoi ça sert? Eh bien, à séparer les points fixes de U, qu'on peut aussi appeler stationnaires et qui sont dans le noyau de U moins identité, de sa partie purement dynamique. Et si en plus ces deux sous-espaces sont supplémentaires, tout élément est décomposable en une partie fixe et une partie purement dynamique, ce qu'on retrouvera à la question 3. Voilà donc pour l'instant pourquoi on s'intéresse à la question 2, ce qui nous amène à la question 1. À la question 1, on va observer une chose. Composer Vn par U moins identité revient à se placer dans l'image de U moins identité, c'est-à-dire U débarrassé de sa partie fixe. Et comme Vn est construite à partir des itérés U puissance k de U, on comprend qu'il s'agit d'une moyenne sur les promenades oscillatoires de ces itérés. En calculant Vn rond U moins identité, qui vaut 1 sur n plus 1 U puissance n moins identité, par télescopage en réponse à la question 1, on voit que ces moyennes oscillatoires tendent vers 0 quand n tend vers l'infini. Cela en utilisant l'inégalité triangulaire et la donnée que norme de U est inférieure ou égale à 1, par récurrence ou par propriété de sous-multiplicativité d'une norme subordonnée. Comme de plus, les points fixes de UN sont aussi points fixes de Vn, on a la réponse à la question 2. Tout point qui, à la fois, est fixe et tend vers 0 ne peut être que 0. À la question 3, on restreint la généralité en se plaçant en dimension finie. Ça permet d'obtenir immédiatement le caractère supplémentaire des espaces en utilisant le théorème du rang appliqué à U-identité. Et on a donc la décomposition dont on a parlé un peu plus tôt. Pour illustrer le phénomène, prenons une analogie. Pour toute énergie placée dans le système, une partie restera là où elle est perpétuellement, et l'autre va se promener de ci de là en se dissipant. À la quatrième question, on comprend l'intérêt de l'opérateur Vn, car il agit comme un filtre et va faire que les promenades vont dissiper leur énergie en ne laissant subsister que leur partie stationnaire. Donc, en partant d'un état initial quelconque, aléatoire, on peut directement en connaître la partie stationnaire, autrement dit un point fixe de U, si on le projette grâce à la moyenne infinie de ces arrows. En pratique, ce sera pour n suffisamment grand.
Et il n'est donc plus nécessaire, pour obtenir les points fixes, de déterminer le noyau de U-identité, qui peut être assez compliqué numériquement. À titre d'élargissement, en dimension infinie, la généralisation de cette méthode est donnée par le théorème ergodique de von Neumann, dans des espaces de Hilbert. Cela permet par exemple de trouver les états stationnaires, ou parfois seulement invariants, de certains systèmes physiques. Les vecteurs y sont ici des fonctions. On peut trouver les solutions stationnaires ou harmoniques de l'équation de la chaleur, ou encore, via l'opérateur unitaire d'évolution, des informations sur les fonctions d'onde de l'équation de Schrödinger. La limitation dans ces espaces de fonctions est que l'image de identité n'est plus nécessairement supplémentaire au noyau, et on risque donc de choisir une fonction qui ne sera pas projetée sur un point fixe. Donc, pour conserver cette propriété, il faudra faire des hypothèses supplémentaires sur U. Par exemple, qu'il soit unitaire, et c'est exactement le cadre du théorème ergodique de von Neumann. Ou bien qu'il soit normal. Cela implique que son rayon spectral est égal à sa norme d'opérateur. Ou encore qu'il soit compact. Mais de toute façon, dans ces deux derniers cas, il faudra aller jusqu'à étudier en détail sa structure spectrale. Papier, crayon, réflexion. Salut.